Informations sur les programmes mobilisateurs qui sont les instruments immédiats de mise en œuvre des PNIASAN. C'est ce que nous allons, le travail que nous allons attaquer au sortir de cet atelier, c'est véritablement l'élaboration de ces programmes mobilisateurs. Mais j'ai pas de... Voilà, donc très rapidement, évoquer le contexte et la justification, les objectifs, les résultats, les domaines d'intervention, le canevas, les modalités d'élaboration de ces programmes et puis les modalités de financement. Bon, pour le contexte, je le résume comme ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un contexte d'engagement. Nous avons des engagements à Malabo, nous avons des engagements avec les ODD, nous avons des engagements avec le climat, etc., etc. Mais vous connaissez tout ça. Donc, ce sont ces défis-là qui se posent à nous par rapport, n'est-ce pas, au programme d'investissement. Alors, donc, vous les connaissez, les ODD, vous les connaissez. Vous savez que les ODD, c'est 17 objectifs, mais ce n'est pas tous les 17 objectifs qui sont concernés, afin qui interpellent le secteur agricole. J'ai extrait ici quelques objectifs qui interpellent le secteur agricole. Alors, pour Paris, aussi, en exploitant l'accord, on peut trouver, n'est-ce pas, des engagements qui interpellent le secteur. Mais ça, vous le verrez en lisant le PowerPoint. Bon, alors, maintenant pour les objectifs. L'objectif général des programmes mobilisateurs, c'est d'opérationnaliser rapidement les PNIASAN de deuxième génération en vue de la prise en charge effective des engagements de Malabo, des ODD et des clauses de l'accord sur le climat liés au secteur agro-silvopastoral et halieutique. Bon, on sort quelques mots-clés ici par rapport à cet objectif. C'est financement des investissements, lutte contre la pauvreté, résilience, les stratégies nationales de développement, l'éradication de la faim, etc., etc. Donc il y a un certain mot-clé qui se rattache à cet objectif. Maintenant, pour les objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique des programmes mobilisateurs est d'accroître la productivité des spéculations prioritaires et stratégiques, ainsi que leur volume et valeur d'échange dans les flux commerciaux. En fait, ici, il faut produire. Nous avons des spéculations prioritaires au niveau des pays. Il y a les spéculations prioritaires au niveau régional. Sur ces spéculations prioritaires, il faut accroître la production et il faut accroître les échanges intra-régionaux. Maintenant, pour l'objectif stratégique numéro 2, il faut augmenter durablement les disponibilités alimentaires en qualité et en quantité optimale. Ça adresse les engagements liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut moderniser les systèmes de production des exploitations familiales par leur développement technologique et la formation technique et professionnelle. Il faut que ces exploitations familiales, qui sont en fait le nerf de notre système productif, aient plus d'équipements, plus de moyens de travail et que ces ressources humaines soient moins formées et plus professionnalisées. Le quatrième objectif spécifique est de promouvoir des unités de transformation et de distribution des produits agro-silvopastoraux et halieutiques avec un appui spécifique à l'entrepreneuriat féminin. Le cinquième s'adresse à l'emploi des jeunes. Donc les deux derniers objectifs spécifiques ciblent les chaînes de valeur. On a produit, maintenant il faut transformer, il faut distribuer, tout en ayant comme souci, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat féminin et l'emploi des jeunes. Alors, en termes de résultats, il y a 6 programmes mobilisateurs qui sont attendus par pays. Le premier programme mobilisateur concerne le sous-secteur des productions végétales, l'agriculture au sens strict. Donc là, ce programme mobilisateur doit s'atteler à la production, à la promotion des chaînes de valeur, tout en se préoccupant de renforcement de capacités, d'emploi des jeunes, d'autonomisation des femmes et de promotion du secteur du commerce intra-régional.
Le second programme mobilisateur porte sur le sous-secteur de l'élevage, les productions animales, tout en ayant les mêmes préoccupations de renforcement de capacité, d'emploi des jeunes, d'autonomisation des femmes et de promotion du commerce intra-régional. Le troisième porte sur la pêche et l'aquaculture, le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture. Le quatrième porte sur le sous-secteur de la foresterie, c'est-à-dire les ressources naturelles, l'environnement, en ayant les mêmes préoccupations. Maintenant, les deux derniers sont plus ou moins transversaux. Le cinquième programme mobilisateur ciblant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience et la protection sociale. Maintenant, le sixième et dernier programme mobilisateur que tout pays doit élaborer porte sur la gouvernance donc, du secteur avec le renforcement, le pilotage, la coordination, le suivi, évaluation et la communication. Voilà donc chaque pays le package de programmes mobilisateurs qu'il doit produire, ces 6 pays, ces 6 programmes mobilisateurs. Ça, c'est vraiment les résultats attendus du processus d'élaboration des programmes mobilisateurs. Maintenant, pour le canevas, chacun des 6 programmes doit observer ce canevas-là. Bon, il y a le titre. Vous savez, c'est important parce qu'il doit être très explicite. Il faut considérer que ces programmes seront vraiment au cœur du business meeting et que déjà, énoncer le titre, c'est déjà vendre un peu le programme. Donc, il faut veiller à ce que le titre soit suffisamment explicite et, n'est-ce pas, pour intéresser. Il faut dire que ce canevas-là, la note qui présente les programmes mobilisateurs, chaque point, il y a des explications de détails. Donc, il faudrait vous référer à ce document pour vraiment savoir ce qu'on attend dans le résumé exécutif, dans le contexte et la justification, les objectifs, les résultats, les axes, les activités, le budget, l'analyse économique et financière, tout ça en perspective effectivement du business meeting, les dispositifs de mise en œuvre, n'est-ce pas, des programmes mobilisateurs, les cas de résultats et les indicateurs de performance. Voilà donc quelques éléments sur les programmes mobilisateurs. Maintenant, comment on va élaborer au niveau pays et comment on va sélectionner? Pour l'élaboration, en fait, c'est l'équipe pays. Bon, et comme vous le savez, bon, dans vos pays, ces équipes, il y a les OP, il y a la société civile, il y a les PTF, etc., etc. Donc, et il y a aussi les agents des ministères. C'est donc des équipes multidisciplinaires avec des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. C'est à ce niveau que vont s'élaborer. Voilà, c'est votre équipe. Maintenant, ça, c'est cette équipe donc qui est vraiment maître d'ouvrage de l'élaboration des programmes mobilisateurs. Maintenant, au niveau de la sélection, ça se passera, n'est-ce pas, au sein du groupe technique, avec des critères du groupe technique d'appui, qui donc appuie le processus PNIASAN depuis donc 2016, avec le guide méthodologique, etc., etc. Donc pour, en tout cas, faciliter le processus de sélection, un certain nombre de critères ont été retenus. L'intersectorialité, c'est ça véritablement d'ailleurs qui justifie plus ou moins la notion de programme mobilisateur, c'est-à-dire qu'aucune partie prenante ne doit être laissée en rade. C'est pourquoi l'ensemble des 4 sous-secteurs sont ciblés, plus le secteur, enfin, plus le domaine de la sécurité alimentaire et de la résilience, et aussi, n'est-ce pas, le domaine transversal de la gouvernance, de la coordination, etc., etc. Donc, en ramassant ces 6-là, aucun des acteurs qui ont participé à ce processus depuis 2016 ne se retrouvera sur le quai. Tout le monde sera en mouvement avec ces programmes mobilisateurs et tout le monde pourra effectivement contribuer à l'émergence des premiers résultats, des premiers effets, des premiers impacts de ce processus-là. L'autre critère,
c'est la potentialité. On va voir les impacts potentiels des programmes qui sont présentés en termes d'engagement de Malabo, en termes de stratégie nationale, en termes d'ODD, etc. On va voir est-ce que le programme qui est présenté par le pays a un potentiel, n'est-ce pas, on va dire productif, en tout cas un potentiel d'impact qui fera que sous peu, les populations à la base, parce que c'est cela qu'il faut aussi voir, c'est les ménages ruraux, c'est les exploitations familiales à la base, c'est les collectivités locales, c'est cela que nous voulons à travers les programmes mobilisateurs, qu'ils commencent à voir qu'est-ce que c'est que l'ECOWAP PDDA, qu'est-ce que c'est que le PDDA depuis qu'ils entendent. Bon, c'est vrai que ça se voit sur le terrain, mais des impacts plus, n'est-ce pas, qui correspondent au processus, à la visée de l'accélération et de la transformation du secteur agro-silvopastoral et rural. Qu'ils voient, n'est-ce pas, cette accélération et qu'ils voient cette transformation. Donc vraiment là, ce sont les deux principaux critères et bien sûr, quand viendra le moment de la sélection, ces critères seront désagrégés pour bien pouvoir noter, n'est-ce pas, les documents présentés par les pays. Voilà, pour le financement. Alors, il y a que nous comptons, enfin, le processus payant, depuis le début, compte sur deux principales sources. Le secteur public, avec les engagements de 10% au moins, doit pouvoir contribuer. Et là, cette année d'ailleurs, on a insisté sur le fait que les gouvernements doivent tout de suite faire des gestes. Et c'est déjà le cas. Dans certains pays, les gouvernements ont déjà dégagé des ressources pour accompagner, enfin pour financer le processus en cours. Maintenant, ces financements-là publics aménagent, ou en tout cas créent des opportunités d'investissement privé. Incite avec les mesures, n'est-ce pas, de politique, amélioration de l'environnement des affaires, etc., fiscalité, bon, etc., vont inciter, vont entraîner des investissements privés. Parce que le privé ne viendra pas pour le beau yeux des pays naissants. Ils vont venir quand ils vont savoir qu'ils peuvent tirer une certaine rentabilité de ce processus-là. Donc, les investissements publics ont cet objectif principal, n'est-ce pas, d'inciter le secteur privé à s'engager dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Donc, voilà les principales... Maintenant, on sait que, puisque c'est un processus qui vise l'horizon de Malabo 2025, on sait que, bon, ça ne sera pas une collecte une fois pour toutes. Bon, ce sera un processus, n'est-ce pas, de collecte, de mobilisation continue de ressources pour avancer vers 2025. Et c'est là où on parle, n'est-ce pas, de stratégie de mobilisation, n'est-ce pas, de ressources complémentaires, tel que cela va se passer avec le business meeting régional et les tables rondes nationales. Alors, il y a deux principales stratégies. La première, c'est des opérations ponctuelles, telles que justement les business meetings et les tables rondes nationales, où on organise un événement, les gens viennent, on essaie de vendre, n'est-ce pas, les programmes mobilisateurs et autres actions d'opérationnalisation des pays naissants. Mais il y a des opérations permanentes qui vont nécessiter que les pays définissent des stratégies. En fait, il faut dire que la méthodologie d'élaboration des pays naissants prévoit déjà des stratégies, la définition de stratégies de financement. Ce sont ces stratégies qu'il faut renforcer pour les pays qui l'ont défini déjà dans leur pays naissant, qu'il faut renforcer. Et pour les pays qui ne l'ont pas encore défini, il faut les aider, il faut les accompagner dans la définition de telles stratégies qui fait que de manière récurrente, de manière courante, de manière permanente, les ressources sont mobilisées pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, des pays naissants. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ces programmes mobilisateurs.